Bonjour et bienvenue dans le dîner de Técon. Je trouve le sujet qui va être abordé aujourd'hui à la fois passionnant et effrayant. La politique. Mon invitée, Florie, est présidente du Parti Pirate International et ancienne porte-parole du Parti Pirate Français. Elle va m'expliquer et nous expliquer quels sont les moyens qui existent pour que les citoyennes et citoyens d'un pays, d'une région, d'une ville, puissent peser sur sa politique. Cet entretien a été enregistré le 23 septembre 2023. Troisième épisode de la saison du dîner de Técon. Je reçois Florie, je vais te laisser te présenter. Bonjour, merci. Alors, je m'appelle Florie, Marie. Florie étant mon prénom, Marie est mon nom de famille. On a tendance souvent à me demander mais c'est quoi ton prénom en vrai? Donc c'est vraiment Florie. J'ai 35 ans, je suis actuellement porte-parole du Parti Pirate Français et présidente du Parti Pirate International. Et dans la vie, je travaille comme consultante technique et fonctionnelle dans une petite boîte qui développe un logiciel, qui est éditeur d'un logiciel qui permet de créer des applications pour gérer des process métiers. Donc je conçois des applications. D'accord. Voilà. Mais tu conçois en tant que développement ou plus sur le côté fonctionnel ? Fonctionnelle. Je suis consultante fonctionnelle, technique et fonctionnelle, et mon boulot c'est de transformer le besoin métier en application et de faire le lien du coup entre les métiers et nos développeurs qui développent l'application. Donc c'est une application, ce qu'on appelle, alors je sais que c'est un gros mot pour pas mal de développeurs, mais c'est en no code. Ah, du no code, sans code. Ouais, voilà. Et c'est sans code, mais pour le coup, il y a pas mal d'applications qui disent ouais, nous c'est sans code et tout. Il y en a aussi c'est en low code, donc c'est avec peu de code. Nous, il y a vraiment très pas du tout de code en fait. C'est vraiment pas du tout du code. Donc je suis pas développeuse à proprement parler. Je fais vraiment du montage de blocs les uns avec les autres, un peu comme des blocs de Lego en fait. On les monte les uns avec les autres et ça nous permet de créer des applications métiers et qui répondent vraiment. En fait, on gère des applications, on gère les exceptions des applications métiers. C'est un peu comme, il y a pas mal de logiciels qui sont sur étagère où on a absolument plein de fonctionnalités, mais pour la plupart des métiers, ça sert à rien. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est une application qui permet de répondre aux exceptions des métiers, tout en diminuant complètement ce que les applications sur étagère proposent. Donc en fait, on propose quelque chose de vraiment sur mesure et vraiment à la demande des métiers, donc qui correspond exactement aux besoins. D'accord. Et moi, je monte l'application. Voilà, ça c'est mon métier. Ok. Et je crois que ce dont tu veux nous parler aujourd'hui est en lien avec tout ça. C'était la prise de décision, ouais. Je crois, tu m'avais dit. Oui. Ouais, en fait, mon truc dans la vie, c'est les processus décisionnels. Et donc, c'est un peu bizarre, je sais, c'est une petite passion un peu étrange. Et donc, c'est les méthodes de prise de décision et de vote qui sont mis en place dans les entreprises, dans les organisations, dans les associations surtout, et beaucoup dans les partis politiques, parce que les partis politiques, c'est un peu, je viens moi aussi du monde politique. Avant de travailler dans l'informatique, j'étais dans la politique, j'étais salariée dans la politique, et du coup, j'ai étudié le management. Et j'ai développé des passions et des connaissances, mais surtout des passions pour les méthodes de prise de décision et les façons dont les organisations s'organisent entre elles, en interne, pour arriver à atteindre des objectifs. Et comment est-ce que les organisations décident. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup de la hiérarchie, mais il y a des moyens de prendre des décisions qui sont beaucoup plus collégiales et qui permettent d'imprégner et d'intégrer les diverses parties prenantes. Et c'est en fait c'est ce que j'ai étudié à la fac. J'ai fait une licence professionnelle de management des organisations avec une spécialité économie sociale et solidaire. Et donc j'ai étudié en fait des méthodes de prise de décision qui permettent à toutes les parties prenantes de participer. Et après j'ai appliqué ça en politique. Donc j'ai mis en pratique ce que j'avais appris à la fac et ce que je voulais faire en fait en politique. Et puis je me suis dit maintenant, là ce que je suis en train d'essayer de travailler en ce moment, c'est
comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça en dehors d'un parti politique, parce qu'en vrai, les partis politiques, j'y ai jamais vraiment cru. Donc, donc du coup, je suis vachement engagée aujourd'hui en politique, mais j'ai jamais vraiment cru que ça servait à grand-chose. J'avais lu Simone Veil qui a écrit un livre, donc l'anarchiste, pas celle qui a voté la loi pour l'avortement, rien à voir. Non, rien à voir si ce n'est qu'elles ont le même prénom. Mais du coup, c'est celle qui était une philosophe anarchiste qui a écrit une note sur la suppression générale des partis politiques et qui explique que les partis politiques, en fait, c'est des écuries à élus. En vrai, c'est des rassemblements d'égos et c'est très peu et de moins en moins des lieux de réflexion politique, philosophique. C'est de plus en plus des lieux d'élection ou de mise en avant des égos des uns et des autres. Et donc, du coup, moi, j'ai jamais vraiment cru au parti politique. Et je trouve qu'elle a carrément raison, en fait, dans ce qu'elle raconte. Et André Breton avait écrit aussi un livre après ça. Alors, je me souviens plus du nom, mais il a écrit aussi après derrière quelque chose qui reprenait un peu les idées de Simone Veil. Et là, moi, je suis en train de travailler justement sur un projet qui permettrait de faire en sorte de allier Internet avec ces idées-là de prise de décision collégiale. Et c'est hyper passionnant. Et comme j'adore ça, du coup, je suis hyper passionnée par ce que je fais. D'accord. Mais c'est en dehors du travail, du coup, oui. Ouais. Et dans ce cas-là, tout ce qui est prise de décision, ça va être des méthodes de vote, ça va être où il y a d'autres choses. Moi, là, de ma petite fenêtre, tout ce que je vois, tout ce que j'imagine, c'est un vote des participants. Oui, on a tendance à se dire que quand on va, en fait, aujourd'hui en France ou dans la plupart des pays, quand on participe à une élection, on participe à une élection pour élire une personne qui après va décider des choses. On a rarement l'occasion de voter à des référendums où on nous demande rarement notre avis au final. On nous donne un programme, on nous dit voilà, moi je suis le candidat qui va défendre ce programme et à la fin je vais me présenter à l'élection et je vais dire voilà, ça c'est ce que j'ai proposé et c'est ce que j'applique. Et en fait, au final, même les candidats qui se présentent avec un programme, ils appliquent rarement le programme qu'ils proposent. Mais on nous demande jamais vraiment notre avis par rapport à ça. Et finalement, c'est les partis politiques qui créent les programmes en vrai. Et même dans les partis politiques ou dans les organisations politiques qui se défendent pas d'être un parti politique, on en connaît quelques-uns qui disent non, nous on n'est pas un parti politique, on est un mouvement. Même dans ces organisations-là, en fait, même surtout dans ces organisations-là, il y a de moins en moins de participation des membres et c'est de plus en plus des petits groupes de pilotage qui décident de ce qui va être proposé et de ce qui va être choisi pour diriger un pays. Et en fait, moi, ce que je regrette aujourd'hui et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est la façon justement que on pourrait mettre en place, qu'on pourrait déployer pour décider des choses collectivement et arrêter de voter pour des gens qui vont décider des choses à nos places. À tous les niveaux, hein, que ce soit quand on est à l'école, on va voter pour nos délégués de classe quand on est à l'école. Moi, j'étais candidate pour être déléguée de classe quand j'étais petite. J'étais souvent élue et en fait, ça remonte à longtemps, hein, ma passion. Donc c'est pas récent, hein, mais je me suis découvert cette passion-là sur le tard. Mais en vrai, je l'ai depuis longtemps cette passion et je faisais ça depuis longtemps. En vrai, participer à des élections, c'était un truc que je trouvais intéressant, pas dans le sens où il fallait gagner les élections et tout, mais c'était le côté campagne électorale, aller à la rencontre des gens, écouter les gens, savoir ce qu'ils ont à proposer, etc. Et puis surtout derrière d'être leur porte-voix au final, parce que c'est ça que je voulais faire. Moi, c'était pas être la personne qui décide à leur place, mais être la personne qui s'exprime à leur place. Et parce que la plupart des gens, ils ont du mal à s'exprimer. Moi, je m'exprime plutôt bien, je trouve, et j'ai la capacité de parler et de dire ce que je pense et de penser ce que je dis aussi, mais ça c'est encore autre chose, mais de dire ce que je pense et de dire haut et fort ce que j'ai à dire et ce que je souhaite défendre. Et le truc c'est que je me mets à la place de plein de gens qui eux ne sont pas en capacité de parler et de dire ce qu'ils veulent, et donc je me dis je vais porter leur voix, mais les idées, même si j'en ai, c'est pas que les miennes que je vais porter, c'est aussi les idées des autres. Et en tant que délégué, moi ce que je trouvais bien, c'était que un délégué de classe, c'était une personne qui était censée parler pour les autres et pas une personne qui était censée décider pour les autres. Donc je supportais pas quand les profs disaient on va voter pour les chefs de classe. Je trouvais que c'était pas le bon mot pour dire délégué de classe, c'est chef de classe. Non, c'est pas la même chose. Délégué, c'est la personne qui va être déléguée, donc qui va porter la parole des autres, et chef de classe, c'est la personne qui va diriger la classe. Donc en gros, c'est lui qui décide et les autres qui appliquent, quoi. Et c'était pas du tout la façon dont je voyais les choses. Et je trouvais ça
au départ, je trouvais ça très très étrange, cette façon qu'on avait de dire bah voilà, cette personne-là, elle va décider, et puis en fait on va décider qui va être le chef de classe, et puis à la fin cette personne-là, elle va juste décider pour les autres. Alors qu'en fait le vrai pouvoir, c'est d'être en capacité d'écouter tout le monde et de d'amener ensuite une décision ou d'amener ensuite une proposition pour que tout le monde soit content et qu'il y ait un consensus qui se fasse autour de cette proposition. Mais comment est-ce qu'on peut trouver un consensus ? Bah il faut écouter tout le monde, il faut permettre à tout le monde de s'exprimer aussi. Et comment est-ce qu'on permet à tout le monde de s'exprimer ? Bah certainement pas en faisant des élections de personnes. Donc l'idée, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent aux gens de s'exprimer. Et là, en fait, on a quelque chose qui est arrivé en 2010, donc il y a quelque chose qui est arrivé il y a longtemps qui s'appelle Internet déjà, mais il y a quelque chose qui est arrivé, qui a émergé vraiment, parce que ça existait depuis plus longtemps avant, mais quelque chose qui a émergé vraiment en 2010 qui s'appelle les réseaux sociaux. On avait, avant 2010, on avait Copains d'avant, on avait Trompi.com, on avait des IRC, on avait plein de moyens, on avait MSN aussi, on avait plein de moyens de communiquer les uns avec les autres. Mais en 2010, on a eu Facebook qui est arrivé, et Twitter dans la foulée qui est arrivé aussi, et on s'est retrouvé, enfin je dis 2010 mais j'arrondis, bien sûr c'était un peu avant, c'est quelques années avant, et on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle vulgairement les discussions de comptoir, qui se sont retrouvés sur Internet et visibles par tout le monde. Et donc tout le monde était en capacité de donner son avis à tout le monde et de partager son avis à tout le monde, et tout le monde était en capacité de lire les avis de tout le monde. Et donc après c'est en fonction de ce qu'on est capable de dire aussi et de la façon dont on est capable de s'exprimer ou quoi, mais à partir du moment où on sait écrire et qu'on a des idées à donner, eh ben on peut les écrire et les donner. Alors après, bien sûr, ça laisse la place à tellement de choses possibles, ça laisse la place à toutes les idées possibles, pas forcément que des idées qui sont bonnes, selon moi ou selon toi ou selon l'avis de certaines personnes. Il peut y avoir aussi plein de fake news, plein d'idées un peu tordues et pas mal de choses horribles qu'on n'a pas forcément envie de lire et qui sont même interdites à écrire, et même forcément, enfin voilà, après on peut pas être dans la tête des gens, mais on n'a pas le droit d'écrire des choses qui soient racistes, sexistes, homophobes, etc. Tout ça est interdit. Mais du coup, l'émergence des réseaux sociaux nous a permis d'ouvrir complètement la parole, mais tout en laissant de côté toujours les avis de tout à chacun de la vie politique, parce qu'on a continué à laisser perdurer ces systèmes de décisionnel qui consiste à élire une personne à la place qui prendrait des décisions à la place de chacun d'entre nous. Et donc j'ai commencé à m'intéresser moi de mon côté au système décisionnel qui permettent justement à chacun de participer à son niveau, et à son niveau ça veut dire d'être en capacité aussi de partager le pouvoir avec d'autres personnes, et le pouvoir c'est une voix en fait, on a une personne égale une voix au final, et c'est un peu ce qu'on a mis en place en fait au Parti Pirate, et ce système là de prise de décision collégiale, c'est nous on l'a appliqué dans des statuts politiques, et là maintenant j'aimerais bien aller au-delà de ça, parce que le Parti Pirate, pour moi c'était intéressant de l'appliquer dans un parti politique. Maintenant, ça serait intéressant de l'appliquer dans tous les partis politiques, et du coup de sortir d'un parti pour faire en sorte que tout le monde, même pas forcément que les partis politiques, mais que tout le monde puisse utiliser ce système-là. Et donc c'est le système de démocratie délégative. Et donc ça, une fois qu'on a découvert. Vas-y, je t'écoute. Oui, je me disais, vu que, comme tu disais, les partis, c'est des écuries à élus, ces élus sont à la tête, et ils vont jamais accepter de ne redevenir qu'une seule voix parmi plein d'autres, parmi celles de tous les militants. Donc tu vas quand même avoir un gros côté réfractaire à ce niveau-là. Forcément, mais en fait c'est la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des égos, mais des très très gros égos. Alors on a tous un ego, hein, bien sûr, on a tous un ego, bien sûr. On peut pas vivre sans ça, malheureusement. Maintenant, il y a des personnes qui ont tellement d'ego qu'elles estiment qu'elles sont meilleures que les autres, et que du coup elles peuvent prendre des décisions à la place des autres. Et c'est à ça que servent les partis politiques en fait, c'est à rassembler ces personnes-là, des personnes qui ont beaucoup d'ego et qui estiment pouvoir décider à la place des autres.
Et je pense que en fait les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux globalement ont transformé beaucoup de choses. En fait, ils ont énormément transformé de choses. On s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais je pense que si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, on se rend compte que jusqu'à l'émergence d'Internet dans nos quotidiens, on avait une communication qui était purement descendante. On nous envoyait des informations qu'on choisissait, on sélectionnait les informations et on recevait, nous, en tant que simple lecteur, des informations. On avait des journaux qui nous donnaient des informations. Aujourd'hui, on a une communication qui n'est plus descendante, elle est horizontale. Elle est devenue horizontale. Pour autant, le pouvoir, lui, qui a toujours été du coup descendant, ascendant même, c'est-à-dire que le pouvoir est hiérarchique pour le coup, et l'information, elle est devenue complètement horizontale, j'ai envie de dire anarchique en fait. Il n'y a pas de hiérarchie. L'anarchie, c'est l'absence de hiérarchie. C'est pour moi, j'utilise le mot anarchiste ou anarchique dans le sens de l'inverse le contraire de hiérarchique. C'est-à-dire que la hiérarchie, c'est pyramidal, avec une personne qui est à la tête de la pyramide et des personnes qui sont au pied de la pyramide et qui reçoivent les ordres et qui appliquent les ordres. Et l'anarchie, en fait, c'est un cercle, on va dire, ça peut s'identifier comme ça, c'est pas une pyramide, du coup, c'est des personnes qui sont les unes avec les autres et qui vont faire communauté ensemble et qui vont décider ensemble. Et du coup, qui vont pas appliquer des décisions qui sont prises par le haut de la pyramide. La communication qu'on a aujourd'hui, la communication qu'on avait avant, c'était hiérarchique, on avait une personne qui décidait de la communication qu'elle envoyait et des personnes qui recevaient la communication, très peu anarchique, parce que le téléphone c'était un interlocuteur avec un interlocuteur, il n'y avait pas forcément plusieurs interlocuteurs, mais maintenant grâce aux réseaux sociaux on a une communication qui est devenue complètement anarchique. Donc on a des personnes qui se parlent les unes avec les autres et qui peuvent du coup aussi décider les unes avec les autres, parce que Internet permet aussi ça, permet quelque chose que la BCIS avait, c'est la BCIS je crois qui avait dit ça, qui avait dit on peut pas faire démocratie aujourd'hui, à l'époque, donc c'était dans les années 1780 et quelques, après la Révolution française, on peut pas faire démocratie aujourd'hui parce que pour faire démocratie il faut deux choses. Il faut qu'on prenne le temps de parler, de débattre, le temps du débat, et il faut qu'on soit en capacité d'être tous dans la même pièce en même temps. Donc le temps du débat aujourd'hui on l'a parce que on n'a plus ces problèmes de longueur qu'on pouvait avoir à l'époque pour envoyer et recevoir des communications. Donc avant il fallait utiliser des pigeons voyageurs. Donc c'était 1789 quoi. C'était une autre époque donc il y avait des personnes qui envoyaient des messages, des missives qui partaient à cheval et qui allaient à l'autre bout du pays. Aujourd'hui une communication, là on est en train de communiquer toi et moi, on n'est pas dans la même pièce, on est à différents endroits, je ne sais pas exactement où tu es, moi je suis, en tout cas je sais que je suis pas dans la même pièce que toi, et on est en train de communiquer en direct en fait, les informations qu'on diffuse elles sont en direct là, on a un échange direct. Et ça, en fait, on peut le faire aussi sur Internet avec tout le monde, au final. Parce que on peut échanger en direct et rapidement des informations, on peut débattre sur Internet avec tout le monde en direct. Nous, on l'utilise au Parti Pirate, on utilise un forum, mais globalement, beaucoup d'organisations aujourd'hui utilisent des forums ou des listes de discussion ou ce genre de lieux, en fait, qui nous permettent d'échanger les uns avec les autres. Et après, il y a l'autre côté qui est donc l'autre point qu'il fallait aussi adopter, qu'il fallait aussi permettre, c'est le fait d'être tous dans la même pièce. Comme je te le disais, on n'est pas au même endroit géographiquement, mais là, on est dans la même pièce, au final. On est dans un endroit où on est tous les deux rassemblés et on peut discuter ensemble. Et donc, on a la possibilité d'être au même endroit pour prendre une décision. Et donc, tous les deux, si on décidait là tous les deux de voter quelque chose, ou si on décidait quelque chose tous les deux, on le ferait tous les deux. On serait ensemble pour décider, même si géographiquement on n'est pas au même endroit, parce qu'on aurait cette communication directe et parce qu'on serait finalement au même endroit. Et en fait, Internet, c'est ça que ça permet. Ça permet d'avoir une communication, donc un lieu de débat qui est beaucoup plus large, donc on peut tous dialoguer ensemble en direct, et quand on envoie une information, on la voit aussitôt, donc on peut débattre en fait, et on peut débattre d'un sujet pendant, on a le temps du débat, du coup on peut débattre d'un sujet via Internet, et on peut aussi décider via Internet, parce qu'on est finalement tous dans la même pièce sur Internet. On peut être tous au même endroit sur Internet. On peut tous avoir accès à l'information sur Internet. Et ça, du coup, aujourd'hui, on peut l'appliquer. Aujourd'hui, la démocratie, la vraie démocratie, celle que la BCIS avait identifiée dans les années 1790, cette démocratie-là,
n'a jamais été appliqué, en fait. On parle aujourd'hui de démocratie, et ça, c'est Francis Dupuy-Derry, je crois qui a écrit un livre qui s'appelle Démocratie. J'ai du mal avec les noms des auteurs et les noms des bouquins. C'est pas trop mon truc. Je sais juste qu'il a écrit un livre super intéressant que j'ai mangé. Le livre, je l'ai mangé. L'auteur, le nom, je m'en fiche, mais le livre, je l'ai mangé. Il est passionnant, ce bouquin. Enfin, pour moi, qui adore ça, bien sûr. Après, pour plein de gens aussi, sans doute, mais moi, en tout cas, je l'ai trouvé génial parce que il raconte les origines de la démocratie et il explique par le menu que, en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie. On est dans un système républicain, on est dans un système où des personnes votent pour des personnes qui vont décider, mais on n'est pas dans une démocratie parce qu'on décide pas tous, en fait. C'est les personnes pour lesquelles on vote qui vont décider. Alors que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Mais le pouvoir, on l'a pas, on le donne. Mais on l'a pas. On a le pouvoir, il paraît, de donner le pouvoir à quelqu'un, mais on n'a pas le pouvoir de décider, en vrai. On a le pouvoir de décider qu'une personne qui a déjà des idées et qui va nous les imposer derrière sera à notre place et prendra les décisions à notre place. Mais on n'a pas le pouvoir de décider ce que cette personne va décider. En fait. Du coup, le système décisionnel qu'on a aujourd'hui est pas démocratique. Ouais. Je me demandais un truc. Je sais que nos voisins suisses, ils ont ce qu'ils appellent les votations citoyennes. C'est une sorte de référendum, il me semble. La question, c'est que quand on voit les taux d'abstention à chaque fois qu'il y a une élection en France, est-ce que les gens sont vraiment prêts à participer à la vie politique? Non, ils le sont pas. Bien sûr que non, ils le sont pas. Bah, déjà, en fait, on dit oui, mais est-ce que vu comment ils votent pas, mais j'entends cet argument, je l'entends tellement souvent à chaque fois que j'ai cette discussion avec des gens, parce que bah bien sûr, je discute de ça tout le temps, vu que j'adore ça. Évidemment, les gens me regardent bizarrement parce que moi j'ai une passion quand même un peu bizarre. Hein. Il y a des gens, ils aiment bien collectionner des cartes, des cartes téléphoniques. Ou des timbres ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien parler de démocratie, c'est mon petit truc. J'aime bien lire des statuts. Moi, c'est mon truc. Tu vois, c'est des trucs bizarres, mais bon. Mais on a chacun nos petits bizarreries, hein, quand même. Voilà. Mais donc, quand j'en parle avec les gens, j'ai souvent. C'est ça. Et donc quand j'en parle avec des gens, j'ai souvent cet argument-là, je l'entends régulièrement et à chaque fois je réponds. Maintenant j'ai un peu rodé ma réponse. Je réponds pas toujours la même chose, mais des fois je réponds par une question et puis des fois je réponds aussi par des faits en fait. Oui, aujourd'hui les gens ne vont pas voter. Moi-même je vais pas voter. Et pourtant j'adore décider, hein, mais moi, je vais plus voter. J'aime pas participer aux élections parce qu'on me demande d'aller voter pour quelqu'un qui va décider à ma place de ce qui va se passer au niveau du pays. Et j'allais voter encore il y a pas très longtemps pour moi parce que je me présentais aux élections, mais je savais que j'allais pas gagner parce qu'il y a 0 chance que je gagne parce que le système électoral français, il est complètement verrouillé et pour pouvoir gagner une élection en France, il faut avoir de l'argent. Il y a juste tout le monde dit ouais mais non, pour gagner une élection faut juste se présenter machin. Non, se présenter ça suffit pas, il faut avoir de la thune. Si t'as pas de thune, tu peux participer à autant d'élections que tu veux en France, tu gagneras jamais. C'est juste mort en fait. Et c'est la raison pour laquelle Macron il a gagné, hein, il avait de la thune, hein. C'est la raison pour laquelle Mélenchon aujourd'hui il a des si bons résultats, c'est qu'il a de la thune. En fait, il y a pas de secret, il faut de l'argent. Après si t'as pas d'argent, tu gagnes pas. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui font des scores ridicules. On peut demander à Valérie Pécresse ce qu'elle en pense, mais ouais, mais elle a fait un score quand même. Non, parce que oui. c'est pareil. Pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, il faut avoir 500 signatures d'élus, enfin de maires en l'occurrence. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les moyens d'aller chercher ces 500 signatures. Il faut pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, il faut aller serrer des paluches, il faut le temps pour pouvoir aller serrer des paluches. Donc à la base, elle a de l'argent, en fait, Valérie Pécresse. Oui. Après, elle avait dit, je crois que c'est François Malocena sur Twitter qui avait raconté une fois qu'il avait croisé Valérie Pécresse. Il l'a raconté sur Twitter, donc je me permets de le dire, et son compte est ouvert, donc il l'a vraiment dit ouvertement. Et Valérie Pécresse lui avait dit, moi, si je devais choisir de refaire les choses, je referais pas de la politique parce que la politique ça rapporte rien. Et donc en fait, elle en est consciente hein, que la politique ça lui rapporte que dalle. Et pourtant, elle gagne bien sa vie en faisant de la politique. Elle la gagne très bien, beaucoup mieux que la plupart des gens. Mais si elle avait bossé dans les domaines dans lesquels bossent toutes les personnes qui votent pour elle, elle aurait gagné beaucoup plus d'argent, en fait. Parce que les personnes aujourd'hui qui peuvent se présenter aux élections, c'est des personnes qui représentent les personnes riches.
parce que c'est des personnes qui ont de l'argent. Pour se présenter à une élection, il faut avoir de l'argent. Donc forcément, les personnes qui aujourd'hui sont dans les partis politiques qui sont les plus gros partis politiques aujourd'hui, c'est des partis qui sont financés, qui ont du coup des financements. Et les financements qu'ils reçoivent, c'est des financements de la part des électeurs, mais les électeurs pauvres, ils donnent pas beaucoup d'argent. Les électeurs riches peuvent en donner beaucoup plus. Et forcément, en plus, comme c'est défiscalisé, enfin c'est un cercle vicieux en fait. Il faut lire aussi, enfin là je cite beaucoup d'auteurs, mais il y a aussi Julia Cagé qui a écrit un livre qui s'appelle Le Prix de la démocratie, qui est hyper intéressant aussi. Il y a beaucoup de livres très intéressants, mais celui-là est très intéressant, où elle explique le système électoral français et le fait que aujourd'hui les personnes qui financent les partis politiques, ce sont des personnes qui ont les moyens de financer un parti politique. On ne peut pas donner plus de 7 500 € par an à un parti politique. En tant que personne physique. En tant que personne morale, on peut rien donner. Hein. Un parti politique ne peut pas recevoir de dons de personne morale. Mais une personne physique peut donner 7 500 € par an. Par an, hein, du coup, et ces 7 500 € sont défiscalisés. C'est-à-dire que on donne 7 500 €, mais en vrai, on donne que 33% de ces 7 500 € parce qu'il y a 66% qui sont remboursés dans les impôts. Donc si on paye plein d'impôts, on va on va réduire énormément la somme qu'on paye. Moi admettons je donne 100 € au Parti Pirate, en fait je donne que 33 €. Enfin je donne 100 €, mais je ne paye que 33 €. Je récupère moi derrière 66 € par déduction fiscale. Donc parce que je paye des impôts. Par contre si je paye pas d'impôts, j'ai pas de déduction fiscale. Si je donne 1000 €, je donne 1000 €. Si je donne 100 €, je donne 100 €. Les plus pauvres n'ont aucun avantage à donner au parti. Bah non. Et donc on se retrouve à se dire comment ça se fait Donc là je sais que du coup c'est pas filmé, donc du coup je fais une tête un peu bizarre. Comment ça se fait que les partis politiques ne représentent pas la classe ouvrière? Très bonne question. La classe ouvrière, elle paye pas d'impôts, donc déjà, financer un parti politique, si, bien sûr, elle paye un peu des impôts, mais pas si élevé que ça, et donner de l'argent à un parti politique, elle a bien d'autres choses à financer, donc du coup, des partis politiques qui représentent la classe ouvrière, ils ont quasiment pas de thunes, donc ils ont quasiment pas de moyens pour se présenter aux élections, donc du coup, ils ont quasiment pas d'élus. Donc forcément, la classe ouvrière, elle est très peu représentée. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'ouvriers qu'il y en a eu à une certaine époque. Mais ce système-là, qui est basé sur l'argent, ça fait des années qu'il existe. Et la raison pour laquelle il y a eu des ouvriers à un moment dans l'Assemblée nationale, c'est parce que c'était le Parti communiste qui les faisait élire, hein, pour la plupart d'entre eux. Peut-être qu'il y a des ouvriers de droite, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Parti communiste a eu ses heures de gloire, et la raison pour laquelle le Parti communiste a eu beaucoup d'argent, c'est parce que dans leur statut, et c'est là où on va revenir à mes grands petits trucs, mes grandes passions, les statuts des partis politiques. Dans les statuts du Parti communiste, en fait, on a écrit dedans que tout ce qu'ils reçoivent comme argent quand ils sont élus, ils doivent tout donner au parti. Donc c'est pas dans les autres partis, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Dans les autres partis, ils doivent donner en moyenne c'est 10% de leurs revenus en tant qu'élus sont reversés au parti politique. Mais au Parti communiste, quand on est élu communiste, on reverse 100% de ses revenus en tant qu'élu. Donc un conseiller municipal qui touche entre 300 et 400 € par mois, il reverse 300 à 400 € par mois au parti politique. Et le petit truc en plus, c'est que on peut verser absolument tout l'argent qu'on touche en tant qu'élu, donc toutes les cotisations, c'est rétributions, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais tout l'argent qu'on touche quand on est élu, on peut le reverser à 100%. Ça va pas dans les 7 500 € de dons annuels, en fait. C'est encore autre chose. C'est une autre enveloppe et c'est pas du tout fiscalisé de la même façon. Donc on peut donner tout l'argent qu'on gagne en tant qu'élu. Un député qui gagne 7 000 €, il va donner 7 000 € au Parti communiste, s'il est communiste. Enfin, normalement. Après, je sais pas dans les faits comment ça fonctionne exactement, mais c'est pour ça qu'ils ont un super siège au Parti communiste. Ils ont. Faudrait demander à Fabien Roussel, il pourrait nous expliquer. Ouais. Mais après, c'est les textes statutaires du Parti communiste sont très intéressants. Et déjà, c'est une prose, c'est verbieux, tout ça, c'est vachement joli, c'est joliment écrit. Mais en plus, il y a cette petite règle là dedans que les autres partis n'ont pas récupérée, qui fait que le Parti communiste est vraiment communiste en l'occurrence. Hein. C'est vraiment du communisme. Et donc c'est comme ça que le Parti communiste a pu financer tout un tas de choses, malgré le fait qu'il représentait et qu'il n'était composé que d'une grande partie d'ouvriers. Parce
parce que une fois qu'on est élu, on met tout en commun et que du coup on peut faire perdurer cette organisation. C'est pour ça aussi qu'elle perdure encore aujourd'hui. Les autres partis politiques ne peuvent pas, a priori, représenter des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que, justement, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Après, il y a la France Insoumise, et ça, c'est encore autre chose. C'est pas un parti politique, la France Insoumise. Du coup, c'est facile d'avoir de l'argent quand t'es pas un parti politique, n'est-ce pas? C'est encore différent, mais après, ouais. Tu parlais de parti ouvrier. Moi, le seul qui me vient en tête, c'est le NPA. Donc, avec l'indéboulonnable Philippe Poutou. Mais c'est une exception, j'ai l'impression. Pas si indéboulonnable que ça, Philippe Poutou. Non, quand je dis indéboulonnable, c'est qu'il fait partie du paysage depuis longtemps. Oui. Olivier Besancenot aussi est toujours là, d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, oui. il est toujours actif. Mais c'est juste, d'ailleurs, je pense que le NPA va changer de poulain pour les prochaines élections, parce que justement, Philippe Poutou a pris beaucoup de place et le NPA fonctionne pas vraiment comme ça. Ils aiment pas trop, c'est un peu comme le Parti Pirate d'ailleurs, ils aiment pas trop quand il y a une tête qui dépasse trop longtemps. C'est un nouveau parti anticapitaliste, sont quand même un peu aussi dans l'absence de hiérarchie, et donc du coup avoir un chef comme ça, enfin quelqu'un qui est identifié comme chef alors que c'est pas le cas, ça doit pas trop leur plaire. Donc je pense, je pressens qu'aux prochaines élections, il risque d'y avoir une autre candidature. Déjà, aux dernières élections, ça faisait pas l'unanimité, la candidature de Philippe Poutou. Et lui-même, je suis même pas sûre qu'il ait forcément envie d'y retourner, parce que c'est dur, une élection présidentielle. Oui, mais non, il y a aussi Lutte ouvrière aussi. Oui. Il y a aussi Lutte ouvrière aussi. Mais Lutte ouvrière, et comme le NPA, ils ont pas beaucoup d'élus. Donc ils ont pas beaucoup d'argent, en vrai. Je sais même pas s'ils ont des députés. Ils peuvent se présenter aux élections, mais... Le NPA ou Lutte ouvrière, je sais même pas s'ils ont des députés, non, je crois pas. Non plus. Non, les deux, non. Aucun des deux, je crois. Il y a vraiment pas de députés NPA, LO. C'est pas du tout... ils ont pas réussi. Mais ils savent, ils se présentent à chaque élection, ils touchent le financement public, et je suis même pas sûre qu'ils aient vraiment envie d'avoir des élus, parce que s'ils avaient des élus, enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Mais ils savent de toute façon qu'ils auront pas d'élus. Ils ont leur minimum syndical, ils font toujours plus ou moins le même nombre de voix là où ils présentent des candidats, et voilà. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et c'est comme ça qu'ils survivent. Mais il y a des partis qui n'iront jamais plus loin que ça, en fait. Même le parti dans lequel je suis, franchement, je doute qu'un jour on réussisse en France à aller plus loin, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que le nom ne nous aide pas. Et voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, moi, là, je suis en fin de mandat en tant que porte-parole au Parti Pirate français. Je suis présidente du Parti Pirate international depuis 6 mois, donc pour encore 1 an et demi. Mais je suis en fin de mandat au Parti Pirate français. Je vais arrêter ce mandat, et après, je pense que je vais arrêter de militer dans un parti politique, et je vais continuer à faire ce que je fais à l'extérieur, parce que, je trouve que c'est trop contraint, en fait. On est obligé à chaque fois, il y a des élections, donc il faut se présenter aux élections, et il y aura toujours des personnes qui voudront se présenter aux élections, et toujours en se disant oui, on va gagner les élections, alors qu'en fait, il y a aucun moyen qu'on gagne une élection en France. On n'a pas du tout, c'est pas le pays déjà n'est pas prêt à avoir un pirate comme élu, et le système électoral français n'est pas prêt à accepter ça, et ne nous permettra jamais ça. Donc ça ne peut pas marcher. Mais du coup, ouais, non, moi je m'arrête là au niveau des partis politiques. Je vais faire autre chose. Je vais le faire autrement, mais plus en tant que parti, plus dans un parti. D'accord. Il me semble que, mais donc, en plus, oui, on est dans une période de communication, et dire je me présente mais je vais pas gagner, c'est inacceptable à entendre pour les votants. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, le truc c'est que on peut pas dire je me présente et je vais gagner parce qu'on va nous prendre pour un imbécile. Enfin, on est bien dans le dîner de tes cons, hein. Mais on va nous prendre pour un con, du coup. On va nous dire mais tu te présentes, tu vas gagner. Franchement, non, il y a aucune chance que tu gagnes. Et puis dire que on se présente parce que ça nous donne une certaine notoriété, une visibilité, et ça donne surtout une visibilité à nos idées, parce que c'est pour ça en fait que le Parti Pirate participe aux élections aujourd'hui. C'est pareil en fait, on va nous regarder de haut en disant te présente pas, alors pourquoi est-ce que tu nous piques des voix? Après il y a des gens, je pense les gens qui votent pour le Parti Pirate, c'est des gens qui votent pas pour un autre parti en vrai. Mais il y a peut-être certaines personnes qui votent pour le Parti Pirate qui votent pour d'autres partis, mais je suis même pas sûre que ça fasse beaucoup de personnes. Et de toute façon, c'est pas un parti qui a beaucoup d'électeurs non plus. Donc, aux dernières élections européennes en 2019, parce que là, les prochaines élections, c'est en 2024, donc c'est l'année prochaine, là, ça arrive tout de suite.
Aux dernières élections européennes, en 2019, on avait eu 30 et quelques mille voix, ce qui est beaucoup, hein. C'est vraiment énorme, sachant qu'on n'avait pas de bulletin. Donc, et ça, c'est un vrai sujet, c'est que pour se présenter à une élection, il faut avoir les moyens de payer ses propres bulletins. Et payer ses propres bulletins, c'est pour tout le pays, ça représente entre 800 000 et 1 million d'euros de dépenses. Donc faut les avoir, les 800 000 à 1 million d'euros, sachant qu'une personne physique ne peut pas donner plus de 7 500 euros par an. Après, sur une campagne, c'est différent, on peut avoir de l'argent différemment et tout, mais c'est hyper compliqué de récolter entre 800 000 et 1 million d'euros, ne serait-ce que pour payer du papier. Donc c'est vraiment littéralement jeter de l'argent par la fenêtre, parce que payer du papier, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, tout simplement. Surtout que c'est de l'argent qu'on ne reverra pas, parce que il faut faire plus de 3% pour se faire rembourser ses frais de campagne. Et pour faire plus de 3%, il faut des bulletins. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, ou le chien qui se mord la queue, ce qu'on veut comme expression. Mais en gros, c'est un cercle vicieux, quoi. Il faut avoir de l'argent pour avoir des bulletins, pour pouvoir espérer avoir de l'argent. Et tu serais donc pour le vote électronique? Non. Non, en fait. Non, vraiment... Le problème du vote électronique, c'est que on peut pas garantir l'anonymat. Et pour qu'un vote soit vraiment démocratique, il faut qu'il soit anonyme. Là, dans le système qu'on a mis en place, nous, pour décider au Parti Pirate, on a mis en place un système où, effectivement, on utilise le vote électronique pour décider du programme. Donc aujourd'hui, les pirates, ils peuvent décider collectivement du programme, ils s'expriment, ils vont, tous les mois, ils vont participer à une assemblée permanente, tous les mois, on peut proposer des points de programme, on peut proposer des stratégies, on peut proposer tout ce qu'on veut, du moment qu'on a suffisamment de soutien pour le proposer, et tous les mois, on est amené à voter sur Internet pour apporter un point de programme. Et donc ce vote, nous, on est parti du principe qu'à la fin du mois, on sait qui a voté quoi. Et on est d'accord sur ça. Tous ensemble, dans notre organisation, on est d'accord sur ça. Parce que on part du principe aussi, et ça c'est un principe qu'il faut vraiment garder en tête, que nul n'est anonyme sur Internet. Et on ne peut pas garantir l'anonymat sur Internet. Et on ne peut pas non plus s'assurer qu'une personne qui va voter par Internet ne le fera pas sous pression d'une autre personne. Ou sous une pression quelconque. Je pensais pas à un vote électronique par Internet, je pensais à un vote électronique en bureau de vote. Mais c'est pareil, le problème des machines à voter en bureau de vote, c'est qu'elles sont, enfin, il y a un logiciel qui est installé dessus, et on n'a aucune certitude, si on n'a pas la connaissance pour ça, que ce logiciel ne soit pas verrouillé. En fait, on n'a aucun moyen de vérifier qu'il n'y a pas un problème dans le logiciel. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur certains votes sur machine électronique. Il y avait un problème, le logiciel avait été piraté, et les résultats avaient été complètement falsifiés. Et en fait, c'est ça, en fait, la difficulté qu'on a avec le vote électronique. La démocratie, aujourd'hui, elle doit s'appliquer d'une certaine façon. On doit être en capacité de comprendre le système qu'on utilise pour voter. Tout le monde ne comprend pas un programme informatique. C'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Par contre, de voir des papiers dans une urne et de dire, voilà, il y a tant de papiers qui représentent les tant de personnes qui ont signé, et donc on sait qu'il y a tant de papiers, donc ça veut dire que tout le monde a bien voté, que toutes ces personnes ont bien voté, qu'il y en a pas un de plus, pas un de moins. L'urne en plus elle est transparente, donc on voit bien que le truc il est pas bourré. Il y a bourrage d'urne bien sûr. Il y a des personnes qui sont tout autour pour surveiller, qui sont en plus de différents bords politiques, donc qui ont tout intérêt à ce que ça se passe correctement. Et il peut y avoir des tierces personnes qui peuvent venir, qui ne sont pas d'un bord politique, qui peuvent venir surveiller. N'importe qui peut rester dans un bureau de vote pour observer que tout se passe correctement et s'assurer que le vote a lieu dans les meilleures conditions. Et en fait, ça, le fait d'avoir une urne, le nombre de papiers sous les yeux, de pouvoir se mettre dans un espace clos et de pouvoir voter et de voir son vote de ses yeux dans la boîte qui est scellée pendant la durée du vote, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir avec un vote électronique, que ce soit sur une machine ou par Internet. C'est quelque chose, ou même par correspondance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir. Et le fait aussi qu'on n'ait pas quelqu'un derrière qui nous mette un pistolet sur la tempe pour nous dire vote ça, tu dois voter ça, voilà, ça c'est pareil. Avec un vote par Internet ou un vote par correspondance, on peut pas garantir ça. Avec un vote électronique en bureau de vote, on pourrait, mais ça reste quand même l'absence de visibilité du papier dans l'urne. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. On parle aussi ça m'est arrivé souvent de débattre avec des gens, parce que dans le domaine de l'informatique,
Les partis pirates, c'est un parti qui est quand même composé de pas mal de personnes qui travaillent dans l'informatique, bien sûr, et qui parlent de la blockchain. Donc la blockchain pourrait être une solution pour voter. Non, non, parce que c'est encore pire, c'est encore plus compliqué. Même les machines électroniques, c'est mieux. C'est encore plus compliqué, la blockchain. Les gens ne comprennent pas comment fonctionne une blockchain. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire on va faire des votes démocratiques avec une blockchain? On comprend pas le fonctionnement du truc. Bon, moi, je comprends maintenant, mais c'est pas le cas pour tout le monde et il m'a fallu du temps avant de bien comprendre comment ça marchait. Il a fallu qu'on m'explique bien pendant un certain temps, mais c'est pas simple, en fait. Et la simplicité du vote papier dans une urne, cette simplicité-là, elle est inégalable. C'est juste, c'est compréhensible pour la quasi-totalité des gens que ton papier il est dans l'urne et qu'à la fin on va compter ton vote comme les autres et qu'on comptera le nombre de papiers qui est dans l'urne. Si ça correspond bien au nombre de personnes qui ont voté, le vote est bon. Et si à la fin on va compter le nombre de personnes qui ont voté pour telle ou telle personne, ou plutôt, et c'est ça que moi je défends, c'est le nombre de personnes qui ont voté pour telle ou telle orientation politique, orientation sociétale, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas de voter pour une personne, c'est de voter pour une orientation sociétale. Et ça on pourrait le faire, on pourrait dire aux gens, bah voilà, à partir de maintenant, toutes les semaines ou tous les mois, c'est peut-être tous les 2 mois, vous êtes invités à participer à un vote pour l'orientation de notre pays. Et après, tout le monde n'est pas obligé d'aller voter. On peut s'abstenir, il n'y a pas de raison. Tu parlais tout à l'heure de l'abstention, tu disais, bah, t'as pas peur avec le système que tu proposes que tout le monde... J'ai pas répondu. Je fais de ma politique, tu vois, j'ai pas répondu. T'as pas peur que les gens s'abstiennent en mettant en place un système comme ça? Bah non, parce qu'en fait, le système que moi j'aimerais bien qu'on développe, c'est pas le système suisse où tout le monde va voter, c'est un système un peu qui serait une sorte de mi-chemin entre le système qu'on a aujourd'hui, qui est un système purement représentatif, et le système suisse qui est un système purement, enfin pas purement, mais en très très grande partie direct. Parce que le système suisse, c'est de la démocratie directe, où on invite les gens à voter pour les décisions, et que chacun doit voter obligatoirement. Le système qu'on a en France, c'est un système purement représentatif, on n'a quasiment pas de référendum, et on va voter pour des gens qui vont décider à notre place. Le système que moi je défends, et qui est un système qui a été proposé il y a pas très longtemps, dans les années 70, je crois, qui a été développé à cette période-là, c'est un système qu'on appelle la démocratie délégative, ou démocratie liquide, qui permet de dire que en fait on peut soit soi-même voter, soit déléguer notre voix à une ou à plusieurs personnes qui vont pouvoir voter à notre place sur une ou plusieurs choses différentes. Genre, moi je peux dire, moi je vais voter sur tout ce qui concerne les politiques sociétales, parce que bah ça me concerne, je suis une citoyenne, machin, je vais voter la légalisation du cannabis, la légalisation et surtout le maintien ou l'ajout de l'avortement dans la Constitution, tout ça, enfin, du droit à l'avortement bien sûr, tout ça, je vais participer à ces votes-là, mais sur des questions qui sont un peu plus techniques selon moi, je vais estimer qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus à même de voter à ma place et qui vont avoir plus de connaissances sur des sujets, et je vais leur faire confiance pour voter sur ces sujets-là. Sur des questions, par exemple, qui concernent la culture, ma mère a travaillé dedans pendant des années, je pense que je donnerai mes voix à ma mère sur tout ce qui concerne les politiques culturelles, les politiques territoriales, d'aménagement du territoire, sur la culture, sur le patrimoine, etc. Parce que ma mère, elle gère bien ces sujets-là, ça lui plaît bien, et puis j'ai envie de la responsabiliser en lui donnant ma voix et en lui disant, voilà, tu vas voter à ma place. Et en fait, c'est ce système-là qui me plaît le plus de tous les systèmes que j'ai étudiés jusqu'à présent, parce que la démocratie directe c'est génial, sauf que bah on n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni la volonté et personne, et je dis bien personne, ne peut dire aujourd'hui moi je sais tout sur tous les sujets. Ça n'existe pas. Donc la démocratie directe, c'est le gros désavantage de la démocratie directe, c'est qu'il faut toujours tout savoir en fait. On peut pas tout savoir. Alors que la démocratie délégative, elle permet de dire bah je ne sais pas. Mais par contre, cette personne-là, je sais qu'elle sait, donc je vais lui donner ma voix. C'est vrai qu'on a tendance à exiger des candidats des connaissances totalement homériques. C'est la fameuse question combien coûte un pain au chocolat, combien coûte un sous-marin nucléaire, combien coûte... C'est pas parce qu'on connaît le prix d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine pour les gens du Sud-Ouest qu'on va savoir diriger le pays. C'est le genre de question que j'ai toujours trouvé stupide, en fait, parce que ça permet, si la personne connaît pas, on dit ouais, bah, il est complètement déconnecté de la réalité, mais à côté de ça, c'est pas vraiment la chose importante finalement pour diriger.
et pour faire quelque chose dans le pays, non? Bah, le mot important dans ce que t'as dit, c'est diriger. Moi, je pense que on devrait pas. C'est au-delà de, enfin, dès le moment où on dit nul n'est censé tout savoir, on ne devrait pas dire nul n'est censé avoir tous les pouvoirs. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait dans notre pays, c'est qu'on dit il y a une personne, en fait, c'est Dieu sur terre. Il s'appelle Emmanuel Macron aujourd'hui. Il y a quelques années, il s'appelait François Hollande avant, François Mitterrand avant. Il y a eu Jacques Chirac, il y a eu Nicolas Sarkozy. Et en fait, ces personnes-là, pendant 5 ans, c'est Dieu sur terre. Si Emmanuel Macron demain il décide de changer la constitution et de dire que lui il a les pleins pouvoirs pendant jusqu'à la fin de sa vie et que c'est lui-même qui décide de qui va pouvoir lui succéder, il peut le faire en fait. La seule raison pour laquelle il le fait pas, c'est que il y a des gens autour de lui qui lui disent non, vas-y le fais pas quand même, c'est pas cool. Mais en vrai, il pourrait très bien décider de conserver les pouvoirs pour lui quoi. Il y a aussi le fait que la rue va s'enflammer et que ça commence à faire beaucoup. Il s'en fout. Il s'en fout, il est dans sa forteresse. Il en a rien à faire. En vrai, il en a rien à faire. Vraiment, là, c'est terrible, hein, parce que on a des personnes aujourd'hui qui disent non, mais en vrai, il faudrait augmenter la possibilité de renouvellement de mandat pour le président, parce que 2, c'est pas suffisant. Il faudrait un 3e mandat possible et tout. On a vraiment des personnes qui ont dit ça il y a pas très longtemps, et des personnes en plus qui sont des personnes importantes dans la vie politique aujourd'hui de notre pays, qui ont dit ça. Et qui défendent le fait de laisser à Macron, Emmanuel Macron, notre cher et bien-aimé président, n'est-ce pas? Gros guillemets. La possibilité d'être élu, c'est ça, juste prions pour lui, la possibilité d'être élu pour un nouveau mandat, 5 ans plus long, voire pourquoi pas revenir à un septennat. Allez, on va lui donner 7 ans cette fois-ci, pas 5 ans, parce que tu comprends, 5 ans c'est pas assez long. Non mais on a vraiment des personnes qui sont... Personnellement, le septennat, finalement, je me disais que c'était pas mal parce que on a l'impression que là, 5 ans, c'est un peu comme aux États-Unis où ils ont 4 ans, ils travaillent juste pour la réélection. Ils font du court terme. Il y a rien sur le long terme. Oui. Et je me disais que peut-être qu'un septennat, c'était pas mal parce que ça permettait d'avoir un long terme. Et peut-être limité à un septennat, ça serait peut-être pas mal. Enfin, je sais pas, c'est une idée perso, hein, mais leur laisser le temps de faire quelque chose. Ouais, je suis vraiment pas du tout... Ouais. Pas du tout d'accord. Mais parce que moi je pense qu'en fait on devrait pas avoir de président. Donc je me pose pas trop la question de 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais je me dis on devrait pas avoir de président, on devrait juste tu vois, on n'a pas besoin d'un président, au contraire. Et puis en plus la façon dont il est élu, c'est du scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Le gars il gagne au 2e tour face à un opposant qui va récupérer toutes les voix qui sont contre lui. Mais en fait, l'opposant, déjà, le président actuellement, il est élu parce que on a voté pour le moins pire. Oui. Je sais pas ce qui t'a été voté au 2e tour. Moi, je suis allée voter au 2e tour. J'avais pas voté depuis un certain temps avant parce que j'ai arrêté d'aller voter. Moi, j'ai plus envie d'aller voter. Je suis allée voter cette fois-ci au 2e tour parce que j'ai pas voté au 1er tour. Si, pardon, j'ai voté au 1er tour. Je suis allée voter au 2e tour parce que je voulais pas que Marine Le Pen soit élue. Et je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça encore une fois la prochaine fois. Je suis pas sûre d'avoir envie de me repointer au 2e tour de l'élection présidentielle pour voter contre la personne que je veux pas avoir élue. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on me demande. On me demande de voter contre quelqu'un. On me demande pas de voter pour quelqu'un. Oui. Il y a pas beaucoup de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, 5 ans, 7 ans, 10 ans, en fait, on s'en fout. Parce que le problème, ce sera encore le même dans 3 ans. Est-ce qu'on va devoir, encore une fois, voter contre la personne qui est en face de l'autre? Ouais. Et moi, je veux pas faire ça. Et c'est ça qui m'exaspère le plus. Ouais. Il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo, c'est ce qu'on appelle un debunker sur Internet, quelqu'un qui est spécialisé dans le combat contre les fausses informations. Je sais pas si tu connais cette personne, qui se fait appeler Defecator. C'est quelqu'un qui est masqué. Et il avait fait un épisode en plusieurs, je crois qu'il y avait plusieurs épisodes de 30 et quelques minutes où il revenait sur les différents modes de scrutin avec des modèles mathématiques derrière. Et je trouvais que c'était plutôt bien illustré ce qu'il faisait parce qu'il explorait les différentes possibilités. Et il mettait bien en avant les faiblesses de notre mode de scrutin actuel,
qui sont extraordinairement nombreuses. Et j'avais trouvé l'exposé intéressant. Il n'y avait pas de volonté d'arriver avec une solution toute faite en disant regardez, ça c'est mieux que le reste, il faut faire comme ça. Juste, il exposait différents modèles en montrant les forces et les faiblesses de chacun. J'avais trouvé ça plutôt intéressant. Donc, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est passionnant, c'est ma passion. Mais c'est très très intéressant parce que on met en France, on utilise plusieurs systèmes différents. Enfin, le code électoral, je l'ai derrière moi dans mon étagère. Le code électoral montre, enfin, dans notre système français, on a pour chaque élection, il y a un système électoral différent. L'élection présidentielle, c'est un système, un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, et les personnes qui peuvent se présenter doivent être soutenues par 500 élus, 500 maires. Aussi, ça peut être aussi des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des députés, des sénateurs, même des députés européens. Mais il faut être soutenu par 500 élus de la République pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et une fois qu'on est soutenu, on peut faire campagne et du coup participer au premier tour. Et si jamais on fait plus de... les 2 premières personnes du premier tour sont ensuite en ballottage au deuxième tour, sauf si l'un des candidats du premier tour fait plus de 50% dès le premier tour. Donc si on fait plus de 50%, on est élu dès le premier tour, sinon on doit participer au deuxième tour. Quoique, je sais même plus si sur la présidentielle, même si on fait plus de 50%, je sais même plus, parce que de toute façon c'est un peu tordu, tout le système électoral français est complètement tordu. Mais en gros, voilà, donc c'est la prime à la majorité, et c'est la prime à la majorité. C'est en gros, on va voter pour le moins pire dès le premier tour, le moins pire de ceux qui ont été soutenus par les maires, qui ont bien voulu soutenir parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont proposées, mais les maires n'ont pas forcément envie de soutenir. Il faut savoir que à chaque fois aux élections, à l'élection présidentielle, à toutes les élections présidentielles, le nombre d'élus qui soutiennent des candidats, ça doit être de l'ordre de 20% des potentiels candidats à soutenir. Donc il y a on pourrait avoir on pourrait avoir entre 15 et 20 candidats, je crois, un truc comme ça, et en vrai on en a que 7 ou 8, quoi. On en a pas beaucoup plus. Et on pourrait en avoir beaucoup plus, hein. Je crois que j'avais compté 40 même une fois, enfin bref. On pourrait en avoir beaucoup plus des candidats. Mais chaque candidat va se pointer avec un certain nombre de signatures, et ça sert à rien d'avoir plus de 500 signatures, mais il y a des candidats qui se pointent avec 2500 signatures. Juste parce que, pourquoi pas. Et c'est pas forcément ceux-là qui gagnent. C'est ça qui est drôle. C'est que t'as Fillon, par exemple. Voilà, c'est ça. Fillon, par exemple, il s'est pointé avec 2500 signatures. Clairement, il a pas gagné, hein. Il était même pas 2e, quoi, le gars. Il a fini 3e au pied du podium, parce que le podium, il y a que 2 personnes, hein. Et il a pas du tout été au 2e tour, et il s'est bien viandé, alors qu'il avait moins de signatures que Macron et moins de signatures que Le Pen. Et là, aux dernières élections, ils nous ont refait le coup, parce que Le Pen à chaque fois fait le coup de dire ouais, moi j'aimerais bien avoir plus de 500 signatures, je voudrais pouvoir me présenter à l'élection présidentielle, regardez, les élus vont pas me soutenir, etc., etc. Et donc il y a eu une bourse, alors c'était Zemmour aussi qui faisait ce coup-là, il y a eu une bourse qui a été créée par François Bayrou pour pouvoir soutenir au nom de la République des candidats qui ne sont clairement pas républicains. Et ça, c'était juste horrible. Et ça, juste, moi j'ai trouvé ça, mais ça m'a tellement exaspérée. Je me suis dit, ok, soutenez-moi, je vais me présenter comme ça va être cool, quoi, au nom de la République. Pourquoi il y aurait pas de raison que moi je sois candidate, quoi. Enfin, je sais pas, on s'en fout en fait de Zemmour. Pourquoi est-ce qu'il devrait être candidat? Au contraire, faut pas qu'il soit candidat, sûrement pas, si les élus veulent pas le soutenir. Et donc le gars, il a récupéré des signatures de maire, le maire de ma ville natale, qui est un socialiste, enfin plutôt de gauche, le maire de ma ville natale, il a mis sa signature dans la bourse, il a soutenu la candidature de Zemmour. J'étais hallucinée, quoi, j'étais là, mais gars, tu fais pas ça, enfin même je m'en fous, tu soutiens n'importe qui, tu soutiens personne, mais pas ça en fait, ça non, c'est juste, tu devrais pas faire ça. Mais bref, donc c'est l'élection. C'est le gros paradoxe de j'avais vu une bande dessinée, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, c'est faut-il tolérer l'expression des gens qui ne veulent pas la liberté d'expression. Faut-il au nom de la démocratie accepter que des gens non démocratiques se présentent aux élections? C'est le même problème, et malheureusement c'est un dilemme. Il y a des gens qui ont du mal à trancher. Quand les gens ont des idées opposées aux nôtres, on est forcément content qu'ils puissent pas se présenter.
Et le jour où on est d'accord avec eux, on se dit, là, c'est vraiment pas juste. Donc il y a quand même cette dichotomie qui fait que, voilà, là on rentre dans de la philosophie carrément. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais la politique, c'est de la philosophie. Effectivement, se battre pour la liberté d'expression, c'est un vrai combat philosophique. Moi, je suis une des défenseuses les plus ardentes de la liberté d'expression. Pour autant, la liberté d'expression, je sais très bien ce que c'est. Et en l'occurrence, la liberté d'expression, c'est la liberté aussi, et c'est le respect. Et c'est pas seulement la liberté de respecter, c'est le respect. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas avoir une liberté d'expression si elle consiste au harcèlement méthodique et systémique de toute une population, de toute une partie de la population. Actuellement, la liberté d'expression telle qu'elle est décrite dans le droit français, elle est très juste et elle est très bonne, mais elle est pas du tout respectée par les gens. Les personnes qui se présentent aux élections là d'extrême droite, et on parle vraiment d'extrême droite quand on parle de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, ces personnes-là ne respectent pas le droit français en matière de liberté d'expression. Elles ont déjà été accusées, elles ont déjà été acculées, elles ont déjà été condamnées parce qu'elles ne respectaient pas la liberté d'expression au sens du droit français. Et pour moi, le droit français et même la Déclaration des droits de l'homme, elle est très très bien au niveau de la liberté d'expression. Bien sûr, tu respectes la liberté d'expression, mais tu respectes aussi l'intégrité de chacune des personnes, en fait. Tu peux pas dire n'importe quoi. Enfin, c'est juste... tu penses ce que tu veux, mais tu le dis pas et tu respectes les gens, quoi. Enfin, juste à un moment où on vit ensemble, on n'est pas des chiens, quoi. Juste, même les chiens ont plus de respect les uns envers les autres, en fait. Pour rester dans les extrêmes, c'est si on prend la campagne de Trump qui attaquait ses opposants sur le physique, sur des où il y avait Crazy Hillary, il y avait Sleepy Joe, enfin il était à tout prix dans le dénigrement bête et méchant au lieu de débattre sur des idées et de respecter la personne en face. Et il me semble que dans le camp républicain américain, il y avait un qui est mort il y a pas longtemps, je sais plus qui c'était, un candidat à la présidentielle qui avait dit clairement qu'il fallait respecter son candidat, enfin son opposant, et ne pas le huer, ne pas le siffler, et juste écouter ce qu'il a à dire et débattre sur les idées. Mais j'ai l'impression que ces gens-là font vraiment partie d'une exception. Oui. Malheureusement, oui, et de plus en plus avec l'émergence de certains, surtout des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce qu'on pourrait avoir des lieux de débat sains sur Internet, mais là, quand on voit la tournure que ça prend sur Twitter, même sur Facebook depuis un certain temps, où on voit que il y a plus de possibilité de débat sain et équilibré et juste et équitable entre les personnes, et que par contre les gens se font harceler, agresser par des personnes qui se croient tout permis et qui ne sont pas du tout modérées, parce qu'il y a plus aucune modération sur ces réseaux et qui sont en plus, alors je vais pas dire en plus qu'ils sont cachés derrière un pseudo, parce que au contraire, le pseudonymat, moi je continuerai à lutter pour le pseudonymat, c'est hyper important. Mais encore une fois, nul n'est anonyme sur Internet. Donc bien sûr, s'exprimer sous pseudonymat, il faut maintenir et entretenir le plus possible la possibilité d'avoir un pseudonyme. Mais ces personnes ne doivent pas oublier qu'elles ne sont pas complètement inatteignables derrière leur pseudonyme, et que à tout moment on peut les trouver, on peut les débusquer et on peut les amener devant la justice parce que les propos ou l'attitude qu'elles ont eue n'est pas la bonne. On l'a vu avec l'affaire Mila et avec d'autres affaires depuis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement eu recours à la justice pour faire en sorte que des personnes qui sont sous pseudonyme et qui se pensent complètement inatteignables sous ce pseudonyme soient finalement traînées dans les tribunaux et comprennent que leurs actes ont des véritables conséquences, et que tu ne peux pas harceler des personnes ou agresser des personnes comme ça impunément. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus valoriser la justice et permettre à la justice de faire de procéder correctement pour faire en sorte que ces personnes-là soient jugées et condamnées. Et c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et aujourd'hui, on voit justement en ce moment, il y a un débat en ce moment sur
sur l'anonymat sur Internet encore. C'est un marronnier, j'ai l'impression. Et ils ont décidé encore une fois de mettre en place des lois pour obliger les réseaux sociaux et surtout Twitter, parce que tout tourne autour de Twitter en ce moment, c'est hallucinant, alors que Twitter est en train de péricliter, mais bon, tout tourne autour de ce réseau social-là. Mais on oblige aujourd'hui les réseaux sociaux, on veut obliger, ce qu'ils ne le font jamais, mais bon, on veut les obliger quand même, à vérifier l'identité des personnes qui se loguent sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste, et alors, ça changera quoi, en fait? Les outils, ils les ont déjà, ils vérifient déjà l'identité des personnes sur les réseaux sociaux, ils bannissent les personnes qui ne sont pas identifiées et qui font des conneries sur les réseaux sociaux. Ça changera rien, en fait. Ce projet de loi ne changera rien. Par contre, donner de l'argent à la justice et donner des moyens à la justice pour qu'elle puisse s'appliquer, pour que des personnes qui subissent du harcèlement et des agressions sur les réseaux sociaux soient protégées et que leurs agresseurs et leurs harceleurs soient condamnés, ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait vraiment déployer, mettre en place des systèmes de déclaration de ce genre de problème en ligne. Moi, j'ai été victime, je ne sais pas combien de fois, d'harcèlement et d'agression en ligne. Je ne peux pas déposer plainte en ligne, je dois aller me rendre dans un commissariat, et la dernière fois que je suis allée dans un commissariat, ils m'ont regardé, ils m'ont dit non mais on a autre chose à faire que ça madame, c'est bon, vous êtes encore en vie, vous avez pas été blessé, c'est juste 3 personnes qui vous ont insulté, ça va quoi. Et juste, moi j'ai été agressée, on m'a menacée sur mon lieu de travail et je ne peux pas aller déposer plainte parce que la police ne veut pas prendre ma plainte parce qu'elle est submergée de plaintes dans tous les côtés et que du coup il y a rien qui est possible, que la justice est submergée de tous les côtés et que moi je ne peux pas avoir gain de cause et être protégée parce que il y a pas de moyens suffisants pour pouvoir me protéger. Et c'est le cas de plein de gens, il y a tellement de personnes qui laissent tomber complètement toute forme de plainte parce que la justice est submergée et qu'on n'a pas donné les moyens suffisants pour qu'elle puisse aider toutes les victimes. Et là, on va continuer à aller accuser, chercher les réseaux sociaux, piocher, donner des règles que les réseaux sociaux vont jamais appliquer parce que pas les moyens ou pas envie, en fait. Tout simplement. Ouais. Je voudrais ton avis sur un fait qui s'est écoulé, qui est arrivé il y a pas longtemps. Si t'as pas envie d'en parler, je peux le comprendre. Il y a 2-3 jours, un élève qui a été accusé d'agression transphobe dans une école, et les flics ont débarqué à l'école pour l'arrêter. Et là, on a entendu 2 sons de cloche différents. On n'a pas entendu le son de cloche qui disait il fallait pas l'arrêter, heureusement, mais il y a des gens qui trouvaient que c'était bien d'en faire un exemple devant tout le monde, et il y a des gens qui trouvaient que c'était humiliant et traumatisant. Personnellement, j'arrive pas à me faire un avis, clairement, parce que j'ai été harcelé, mon fils a été harcelé, j'ai connu cette souffrance-là, et je peux comprendre qu'on ait envie de se venger. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je suis pas sûr que ça fasse rentrer l'agresseur dans le rang. Est-ce que toi, t'as un avis sur ce sujet ? J'avoue, j'ai entendu parler, c'est juste, je te demande éventuellement si tu sais quel âge il avait, parce que j'ai entendu parler de cette histoire il y a 1 heure. Ouais. Il y a 1 heure, j'ai vu passer ça. J'ai pas vraiment d'avis pour l'instant sur le sujet. Je sais pas, j'ai été dans les deux cas en fait. J'ai été harceleuse et harcelée, donc j'ai été quand j'étais petite, j'étais un vrai monstre avec des collègues de classe. Je m'en souviens et j'en ai pas vraiment de grande fierté. Et après j'ai été dans l'autre côté. J'ai été la personne harcelée par mes collègues de classe et par mes profs. Les deux, hein. J'avais des enseignants qui me harcelaient aussi, hein, c'était cool. Du coup, je pense que c'est pas, là tout de suite à chaud comme ça, je te dirais non, aller chercher un gamin de 15 ans, il a 15 ans le gosse, par la peau des fesses dans sa classe devant tout le monde, c'est une humiliation que même moi j'aurais jamais souhaité pour le plus connard de tous les ennemis que j'ai pu avoir dans ma vie. Parce que c'est beaucoup trop violent. Mais après, effectivement, est-ce que toutes les personnes qui ont vu ça se produire, est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'elles ont... en fait, quand on a 15 ans, ce qui est horrible, c'est que le gamin qui s'est fait arrêter parce qu'il a tenu des propos transphobes, en fait, peut-être que les personnes de sa classe ont estimé que c'était badass et que en fait, il est parti en héros et au final, on sait pas du tout quel effet ça peut produire. En vrai, c'est quand t'as 15 ans, t'es stupide en vrai. Je sais, j'ai eu 15 ans, on a tous eu 15 ans, et quand t'as 15 ans, t'es stupide.
tu dis des conneries, enfin t'es stupide. Non, il y a des personnes qui sont intelligentes, bien sûr, je dis pas le contraire. Mais tu connais rien de la vie, tu sais rien en fait. Ce que tu dis, en fait, tu reproduis les actes de tes parents. Donc c'est pas le gamin en vrai, le gamin si ça se trouve, ses parents sont comme ça et lui il estime que c'est normal de sortir ce genre de propos. Si ça se trouve, il entend ses parents au quotidien dire que les personnes trans sont des personnes avec qui on devrait pas être ou qui devraient pas exister ou voilà. Et c'est les parents en fait qui ont un véritable problème dans l'histoire. Mais et du coup, c'est peut-être plutôt les parents qu'il faudrait aller emmener à la police et dire emmener au commissariat et dire aux parents dis donc les gars, ce que vous dites c'est pas bien en fait, faut arrêter maintenant, votre gamin il vous écoute, il vous entend et après c'est pour ça j'ai pas d'avis, je dirais que c'est pas bien de faire ça parce que tu sais pas comment les gamins à côté vont réagir et je pense que il y a d'autres moyens de gérer ce genre de situation plutôt que de traîner le gamin. Je sais pas s'ils lui ont mis les menottes en plus, ou j'espère pas quand même pour le gamin. Après c'est l'empathie qui joue là. Je me dis oui, je comprends. Le pauvre quoi. Enfin, il a 15 ans, il a dit quelque chose qu'il aurait pas dû dire et si ça se trouve, il sait même pas en fait ce qu'il a dit, il sait même pas que c'est quelque chose qu'il faut pas dire. Il est même pas conscient de ça parce que quand t'as 15 ans, t'es bête et méchant et que tu répètes tout ce qu'on te dit quoi. Tu répètes ce que tes parents disent, ce que t'as entendu toute ta vie. Tu commences à peine à réfléchir à 15 ans. C'est le moment où tu commences un peu à te poser des questions sur ce que tes parents pensent et à te demander si t'es bien dans la bonne famille. Mais il y a des gens c'est plus jeune, il y a des gens c'est plus tard, mais à 15 ans, c'est le moment où vraiment tu réfléchis un minimum, tu commences ta philosophie l'année d'après normalement. Moi, j'ai commencé la philo, c'était en terminale. C'était mon prof de philo d'ailleurs qui me harcelait. S'il se reconnaît, on lui passe le bonjour. Hein. Ouais, j'espère qu'il est... Enfin, désolé, mais j'espère qu'il est mort. J'espère pour le monde entier qu'il est mort. Et j'espère, ça fait 20 ans maintenant, du coup, j'espère qu'il est plus enseignant et j'espère qu'il a jamais eu Internet. De toute façon, à l'époque, il avait déjà pas Internet, donc ça m'étonnerait. Mais cela dit, on a bien digressé hein, sur oui, c'est vrai. sur le sujet d'origine. C'est vrai. Je voudrais revenir... ouais, c'est un vrai sujet, c'est intéressant. Ouais, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on discute, donc je voudrais poser une dernière question. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, je pense qu'il ne faudrait pas de président. Du haut de ma petite culture historique, j'ai quand même l'impression que l'humain, tel qu'on le voit dans notre culture actuelle, a besoin d'un homme providentiel. Alors c'est essentiellement des hommes dans l'histoire parce qu'on s'est acharné à gommer les femmes. Mais j'ai l'impression, voilà, on a besoin d'une incarnation du pouvoir, d'une incarnation de l'autorité, et on n'est pas capable de vivre sans ça. Il faut qu'on puisse personnifier le pouvoir jupitérien ou l'omniprésident ou le flamby pour s'il y a des gens de droite qui nous écoutent. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être un énorme obstacle pour ce que tu aimerais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est marrant que tu demandes ça et que tu dis ça. Alors, c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais là, en ce moment, ça me parle beaucoup plus qu'avant. Parce que ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, et je pense que globalement l'humanité, alors moi à titre personnel non, je ressens pas ce besoin-là, mais j'ai l'impression que une grande partie de l'humanité a besoin de fantasmer les personnes qui ont le pouvoir. Et ils ont besoin, au-delà de simplement se projeter et de projeter leurs propres besoins, leurs propres envies dans ces personnes-là, ils ont besoin d'avoir une personne à qui reprocher leurs problèmes. Et ils ont besoin, donc c'est pas simplement avoir un chef, avoir un leader, c'est aussi avoir la possibilité d'incarner ou de pouvoir incarner le pouvoir ou de faire par transfert, j'ai l'impression un peu cet amalgame là entre la personne et le pouvoir qu'elle incarne en fait. Et c'est en ce moment ces derniers temps, j'ai un peu subi ça alors que moi je suis exactement à l'opposé de ça, c'est-à-dire que tu me donnes du pouvoir, je vais tout faire pour le
pour le péter, en fait, ton pouvoir. Tu me donnes du pouvoir, je vais te créer une structure qui va complètement étaler le pouvoir et qui va supprimer toute forme de hiérarchie. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. On m'a donné, au sein du Parti Pirate, on m'a donné la coordination nationale, on m'a dit, tiens, voilà, prends en charge la coordination nationale. J'ai fait, ok. À partir du moment où j'ai été élue, même avant même que je sois élue, je leur ai dit, je vous préviens, si je suis coordinatrice nationale du Parti Pirate, dans une équipe de coordinateurs, hein, mais j'étais pas la seule, mais si vous me donnez ce pouvoir-là, moi je vais faire en sorte qu'il y ait plus d'autres coordinateurs après moi. C'est-à-dire que c'est pas que je serai coordinatrice nationale à vie, justement, bien au contraire, c'est que le rôle de coordination nationale n'existera plus après ça, et que une fois que j'aurai fini mon travail, l'organisation n'aura plus d'incarnation du pouvoir en une personne, mais le pouvoir sera complètement divisé et réparti entre tous les membres. Et c'est ce que j'ai fait au Parti Pirate. J'ai fait ça en 2018. On a modifié complètement le fonctionnement du Parti Pirate et après mon œuvre, il y a plus de coordination nationale. On n'a pas eu de président. On n'a plus de président. Il y a plus ce genre d'organisation actuellement au Parti Pirate. Donc là, ils m'ont donné la présidence du Parti Pirate international. Je peux te dire que je suis en train de bosser pour qu'il y ait plus du tout de président après moi. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe. À ce titre-là, en tant que présidente du Parti Pirate International, je vois très bien la situation actuellement où je me prends en revers de cette situation, dans la tête, je me prends des remarques en mode ouais, t'as la grosse tête, machin, alors que c'est pas du tout le cas. Je suis juste en train de bosser pour justement faire en sorte que mon rôle n'existe plus après et que l'organisation internationale ne fonctionne plus comme ça et qu'on n'ait plus cette incarnation du pouvoir, même si au niveau international, enfin, faut dire ce qui est. Le Parti Pirate, c'est pas non plus une grosse organisation. Hein. Le Parti Pirate international, c'est pas non plus. Enfin, je suis pas la reine du monde. Hein. Mais mon objectif, c'est que symbolique, hein, c'est de faire en sorte de détruire en fait ce rôle-là de présidente du Parti Pirate international, et de faire en sorte que ce soit une décision collégiale de tous les partis pirates et que ce soit plus une personne qui aurait tous les pouvoirs et qui pourrait faire ce qu'elle veut de cette organisation. Même si pour ça, il faut qu'une dernière fois, j'utilise tous ces pouvoirs-là pour dire, voilà, maintenant, à partir de maintenant, j'ai plus de pouvoir. Et du coup, c'est ce qui s'est passé au Parti Pirate, c'est qu'on a décidé, on a dit, voilà, à partir de maintenant, on n'a plus de pouvoir. Et du coup, on a utilisé notre pouvoir pour dire, maintenant, on n'a plus de pouvoir. Donc c'est un peu paradoxal, un peu. Mais je crois, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'humanité, globalement, elle est pas prête à ça parce que elle a besoin encore, et je pense que c'est une question de temps et une question aussi d'éducation. Elle a besoin encore de cette incarnation du pouvoir et elle a besoin de ça pour plein de raisons, mais surtout parce que elle a ce besoin et ce sentiment de sécurité déjà à se dire c'est quand même lui qui est responsable. Au final, c'est pas moi qui suis responsable de notre avenir, c'est lui qui est responsable. La raison pour laquelle le réchauffement climatique, le changement climatique a lieu aujourd'hui, c'est pas ma faute, hein. C'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, c'est la faute de François Hollande, c'est la faute de toutes les personnes qu'il y a eu avant lui, mais c'est pas ma faute à moi, hein. Moi j'y suis pour rien, hein. Moi j'éteins le robinet quand je me lave les dents, hein. Tout va bien, mais voilà, et ça c'est une facilité en fait qu'on a et un besoin probablement qu'on a aussi de se rassurer en se disant il y a une personne qui a du pouvoir et qui a tous les pouvoirs et qui va du coup décider à notre place et que nous on est bien à l'abri au final, à pas trop avoir de pouvoir, tout va bien. Et de la même manière, on a aussi besoin de fantasmer un peu ces personnes qui ont du pouvoir en se disant voilà, c'est le grand chef, c'est le grand leader, et de pouvoir aussi rejeter sur eux tous les problèmes qu'on pourrait avoir. La raison pour laquelle aujourd'hui on n'a plus d'argent, c'est parce que Macron il fait n'importe quoi. La raison pour laquelle aujourd'hui on est tous dans la merde, c'est parce que Macron il fait n'importe quoi. Alors avec plus ou moins de vérité, hein, parce que c'est vrai qu'il fait n'importe quoi, mais est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans la merde ? Je sais pas, je pourrais pas dire que c'est à cause de lui, c'est à cause de toute une série de successions de décisions désastreuses de plein de politiciens, mais pas forcément que des siennes. Lui, il est comme un pantin en fait presque. Si ça se trouve, c'est même pas lui qui décide au final. C'est si ça se trouve, lui, il ne fait que subir des décisions. Après, voyant sa gueule, on se dirait non quand même, il décide quand même des trucs, hein. Mais si ça se trouve, lui, il fait que subir les décisions des plus riches. On sait que c'est Brigitte dans l'arrière-boutique qui tire les ficelles. Tu dis ça en rigolant, mais c'est possible, en fait. Parce que derrière chaque homme, il y a toujours une femme. Le truc bien misogyne, tu sais. Mais j'avais entendu l'inverse une fois, je me suis dit, ouais, quand même, derrière chaque femme, il y a toujours un homme, c'est quand même bizarre de dire ça. Ouais, ça peut être interprété différemment.
Voilà, on va éviter. Voilà, ça peut être dangereux. Ça m'a choqué. Et surtout, c'est pas moi qui le dirais. Non, mais là, c'était une femme qui l'avait sorti et elle l'avait dit ça en plein milieu. J'avais écrit un discours que pour elle et elle avait sorti ça en plein milieu du discours que j'avais écrit. Je me suis fait toute petite parce que j'étais fière du discours, donc j'avais dit à tout le monde autour de moi, ouais, c'est elle, c'est le discours que j'ai écrit, qu'elle va dire et tout. J'étais trop fière en fait. Et en fait, quand elle a sorti ça, je dis ah non, mais ça, je l'avais pas mis dans le discours. S'il vous plaît, enlevez-moi ça. Juste non. Oui, parce qu'en fait, une autre de mes passions, c'est écrire. Voilà. Et donc j'avais écrit quelques discours à l'époque où je travaillais dans la politique. J'ai écrit 2-3 trucs. Et le truc, c'est que quand la personne qui doit dire le discours se permet quelques libertés, des fois ça va, puis des fois tu te dis non, toi t'écris pas en vrai. Toi, c'est pas ton truc l'écriture. On va peut-être juste tu lis ce qu'on t'a écrit et puis tu t'arrêtes là. Du coup, mais ouais, là c'était triste. Enfin bref, mais du coup tout ça pour dire que oui, aujourd'hui on n'est pas prêt. Je sais pas si on le sera un jour. Je sais que si on veut l'être un jour, il faut qu'on apprenne en fait à prendre des décisions. Et apprendre à prendre des décisions, ce que je dis sur la démocratie délégative, sur la capacité de décider par soi-même, de prendre des décisions collégialement, de prendre des décisions consensuelles, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je sais très bien qu'il va falloir beaucoup de temps avant que on ait enfin une véritable intégration de chacune des parties prenantes pour que les décisions et les prises de décision se fassent collégialement. Mais ça prendra un certain temps. En Suisse, désolé pour le bruit. En Suisse, ils ont accumulé ça. Enfin, ils ont intégré ça dans leur prise de décision aujourd'hui. Ils ont assimilé, voilà, ils ont assimilé cette capacité de prise de décision collégiale pour leur organisation. Mais ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et il a fallu derrière que tout le monde s'investisse et tout. Après, le système suisse, c'est pas non plus ce que je souhaiterais pour notre pays. Mais il y a un juste milieu, celui que je disais tout à l'heure. Et le juste milieu, il faut qu'on s'y mette. Et ça commence à l'école, ça commence au quotidien, ça commence, et c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire en sorte que l'Assemblée nationale soit en démocratie délégative, mais peut-être que en commençant petit à petit dans le système associatif par exemple, ou dans les entreprises par exemple, avec l'économie sociale et solidaire, on a déjà un peu ces principes-là. Et peut-être qu'en allant petit à petit dans cette direction-là, on va se rendre compte que en fait c'est pas si compliqué que ça, et que on n'a pas besoin d'avoir un grand leader pour décider à notre place de notre avenir et de ce qui est le mieux pour nous. On revient, et à chaque fois que je parle de ça et à chaque fois j'y reviens, en fait, on revient systématiquement à une notion qui est centrale aujourd'hui dans la plupart des débats, c'est le patriarcat. En fait, on revient systématiquement à cette notion-là en se disant on a besoin d'avoir une personne qui est leader parce que on est tous des enfants et que on a besoin qu'on nous tienne par la main. Et en fait, non, on lutte contre le patriarcat, on lutte à tous les niveaux contre le patriarcat. Et moi, je suis une femme, donc je suis bien placée aussi. Enfin, toutes les femmes sont pas féministes, mais j'essaye de l'être en tout cas à mon niveau, et je suis bien placée pour dire que le patriarcat, je le subis au quotidien. Mais c'est quotidien, hein, vraiment. Hein, c'est des petites choses des fois, c'est des grandes choses des fois, mais c'est quotidien. Et le truc, c'est que on lutte contre le patriarcat à tous les niveaux, mais on a oublié de lutter contre le patriarcat dans le système électoral, qui pourtant est central. Et c'est là où du coup, moi, j'interviens avec ma petite passion sur les méthodes de prise de décision. En fait, c'est que je me dis, la façon dont on pourrait décider demain, en fait, c'est une façon qui va nous permettre de sortir du patriarcat à ce niveau-là. Au niveau décisionnel, au niveau démocratique. C'est pas mal de taf, hein. On a du boulot, hein. Oui. Mais écoute, je te remercie, on va s'arrêter là, parce que je crois qu'on est dans le top de mes épisodes les plus longs. Mais je te remercie, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de trucs. Je crois que j'ai changé d'avis sur 2-3 trucs. Donc, vraiment merci. Et, c'est vrai? Ah oui. Tant mieux. Oui. Donc je mettrai le lien de ton Linktree dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent te suivre un petit peu sur les différents médias. Et je sais pas si tu as un mot de la fin pour conclure. Non. Je crois que j'ai tout dit là déjà.
J'ai tout dit. Non, je te remercie. Je te remercie vraiment pour l'invitation et pour m'avoir permis de parler de ce que j'aime bien parler, ce que j'aime bien faire dans mon quotidien. Merci beaucoup. Je te remercie d'être venu. C'était vraiment un plaisir et je vous dis aux auditeurs à bientôt. Au revoir. Au revoir.